Alors, on va donc faire... c'est plus cette fois une discussion, hein, c'est-à-dire qu'on les a beaucoup écoutés, c'était d'ailleurs intéressant. Maintenant, on va discuter, voir les questions que ça soulève, toutes ces nouvelles techniques de biologie. Et pour introduire la discussion, introduire le débat, je vous propose d'écouter Laure Coulombelle, qui est donc chercheuse à l'INSERM. En fait, qu'est-ce que signifient finalement les questions éthiques? Bon, je pense que c'est un processus de réflexion qui est quelque chose de dynamique et qui permet, au fur et à mesure que sont introduites des avancées scientifiques ou des paramètres nouveaux, finalement d'établir certaines règles qui sont admises par la société. Faut-il mettre des limites à la science? Comment est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on fait, soit d'un point de vue scientifique pur, soit d'un point de vue thérapeutique? Et je pense que dans le cas des cellules souches, par exemple, comment est-ce qu'on peut aborder le problème? Vous avez vu avec les exposés de tout à l'heure qu'il y a une extrême diversité de cellules souches. Et en fait, si on pose le problème, est-ce que des cellules souches adultes, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire que des cellules souches adultes posent un problème éthique? C'est essentiellement des problèmes du don des cellules. Donc il y a toujours un donneur de cellules souches quand on travaille avec des cellules souches. Et puis c'est également le problème de la transplantation. Bon, ça, ce sont des questions qui sont établies et qui ont été discutées depuis très très longtemps. Mais je dirais, est-ce que les cellules souches pluripotentes dont vous avez entendu parler, cellules souches embryonnaires d'un côté, cellules de type reprogrammé de l'autre, pourquoi? Quels sont les problèmes? Est-ce que ça pose des problèmes éthiques spécifiques? Et quels sont en fait ces problèmes éthiques? Quand on parle de cellules souches pluripotentes, on pense immédiatement aux cellules souches embryonnaires, puisque ce sont celles qui ont en fait été dérivées les premières avant les cellules reprogrammées. Et donc, à l'évidence, quand on parle de cellules souches embryonnaires, eh bien, ce sont des cellules qui dérivent d'un embryon. Et donc, il y a tout le problème éthique qui est lié au fait qu'il y a une destruction de cet embryon. On peut y revenir un peu plus longuement tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un embryon qui vient d'un processus de fécondation in vitro, et je pense qu'il y a un terme qui est extrêmement important quand on parle de processus de fécondation in vitro, c'est le terme de projet parental, puisque actuellement, les embryons qui sont donnés à la recherche par le couple, en fait, sont des embryons qui ont été initialement conçus par fécondation in vitro, dans un cadre de soins, c'est-à-dire de réponse à un problème d'infertilité, donc avec une notion de projet parental. La possibilité de fécondation in vitro, et c'est quand même relativement récent, fait qu'il peut y avoir finalement dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires avec toutes les possibilités que ça ouvre, comme ça vous a été exposé. Et puis, il y a maintenant des cellules souches qu'on appelle cellules souches reprogrammées, qu'on oppose souvent aux cellules souches embryonnaires en disant les unes posent un problème éthique, les autres n'en posent pas. Je pense que ce n'est pas complètement vrai. Non pas parce que c'est une source qui pose problème, la source ne pose pas problème, ce sont des cellules. Mais, par exemple, on peut se poser la question dans la mesure où ce sont des cellules qui sont des lignées, donc qui vont donc être immortelles. Quelqu'un a même dit tout à l'heure, on peut utiliser les mêmes cellules dans 40 ans. J'étais à propos du criblage, je crois. Comment est-ce qu'on informe, par exemple, le donneur de cellules initiales qui vont donner ces lignées de cellules souches? Donc je pense que ça, ce sont des questions qui peuvent aussi se poser. Une cellule souche pluripotente, c'est une cellule qui va durer des années, qui peut être partagée par des laboratoires dans le monde entier. Donc là, il y a une réflexion aussi à avoir, qui est une réflexion, je pense, importante, même s'il n'y a pas de législation en tant que telle. C'est une réflexion que doivent avoir les scientifiques, mais c'est une réflexion qui doit être partagée avec vous, qui est les limites de la science. Par exemple, est-ce qu'il y a certaines applications de ces cellules souches pluripotentes? Je ne parle pas tellement en termes thérapeutiques, mais qui peuvent être éventuellement des essais de différenciation dans certaines lignées, qui pourraient éventuellement poser problème et dont il faudrait discuter. Donc je dirais qu'en termes éthiques, il y a plusieurs types de discussions qui doivent avoir lieu avec la société, parce que je pense que finalement c'est la société qui prendra les décisions, c'est pas les scientifiques. Les scientifiques posent la question, ils discutent et ils travaillent, mais finalement sur des questions importantes, c'est la société qui prend la décision. Et je dirais qu'une dernière forme de réflexion éthique, à mon point de vue extrêmement importante, c'est justement comment
est-ce qu'on partage ce qu'on fait dans les laboratoires et comment est-ce qu'on donne l'information à la société. Et là, je voudrais dire qu'à mon avis, il y a un problème éthique qui se pose dans certains excès de l'information, clairement. Et je pense qu'il faut bien faire comprendre qu'il y a le temps de la recherche et que le temps de l'application thérapeutique, il peut être peut-être 15 ans après ou 20 ans après, et que peut-être il peut ne jamais arriver. Et juste pour donner un exemple d'une dérive malheureuse, c'est que justement cette croyance que peut avoir le public d'une application immédiate ou d'une application miraculeuse qui va supprimer brutalement la vieillesse et la mort, et je pense que ça, c'est certainement pas le cas. Je pense que ça aboutit aussi à des excès qu'on a vus dans beaucoup de pays dont on est préservé en France, heureusement, mais qu'on a appelé le stem cell tourism, par exemple, qui sont des cliniques qui, en fait, revendent des traitements miraculeux à base de cellules souches dont on ne sait pas tellement d'où elles viennent. Et je dirais que ça, c'est une dérive, malheureusement, de peut-être un excès d'informations trop optimiste. Mais bon, voilà. Je suis particulièrement contente de voir que Science et Essonne organise ce genre de réunion, parce que je pense que c'est absolument fondamental, parce que finalement, c'est vous qui déciderez. Je pense que justement, le fait qu'on communique pas beaucoup va faire que le public va moins bien comprendre et sera plus susceptible de recevoir une information fausse et de se faire arnaquer. C'est tout à fait ce que je dis. Voilà, il faut beaucoup communiquer. Oui. Et surtout, même si on n'est qu'à l'embryon des possibilités. Vous, en tant que chercheur, vous avez des connaissances et vous êtes à la pointe de ces connaissances à un moment T. Partant de là, ces connaissances servent de référentiel du moment. Et à quel niveau mettez-vous le curseur pour qu'il y ait un certain équilibre à ne pas dépasser? Alors je sais bien que c'est contradictoire parce que le scientifique par excellence voudra toujours pousser un petit peu plus loin, si je puis dire, le bouchon pour aller plus loin et obtenir des résultats ou découvrir certaines choses. Mais c'est le problème de l'éthique, hein. C'est qu'il faut qu'il y ait une morale sociale qui permette d'encadrer ça sans aller trop loin et ne pas jouer au Frankenstein ou science sans conscience n'est que... Vous savez très bien la logique. Bon, donc ma question est de savoir où vous mettez ce curseur, justement. Est-ce qu'il y a un curseur à mettre pour maintenir une certaine forme de, comment dirais-je, de science, sans pousser à l'excès, ou ne rien faire? Donc, voilà ma question. Je pense qu'il y a quand même certaines limites qui ne peuvent pas être transgressées. Il est interdit de faire un embryon transgénique. Ça veut dire de mettre éventuellement un petit morceau d'ADN dans un embryon. Et il est interdit de faire un embryon chimère, hein, c'est-à-dire par exemple, dans un embryon, éventuellement mettre une cellule souche embryonnaire ou une IPS qui viendrait, voilà, de façon à voir comment ça se comporterait dans un environnement embryonnaire. Ça, c'est interdit. Il y a une conscience éthique permanente et profonde chez les chercheurs, c'est-à-dire que surtout quand on touche à ces sujets-là que sont les cellules souches, l'embryon, etc., il y a forcément des questions éthiques qui se posent, et je pense que de façon générale, en France, on a une culture éthique assez importante. Par ailleurs, évidemment, on n'est pas à l'abri du chercheur fou complètement dément, mais moi, j'en ai pas rencontré. Et de toute façon, on a justement des instances aussi très fortes en France de régulation, de contrôle et d'éthique, avec des comités d'éthique, avec des lois, avec l'Agence de la biomédecine qui a effectivement un rôle très important pour surveiller tout ça. Il faut aussi, je pense, tout simplement faire confiance aux chercheurs. Je veux dire, notre objectif, hein, c'est d'aider à comprendre la biologie, d'aider à comprendre les maladies et à terme de soigner les malades. Petite question sur la propriété par rapport à un donneur, parce que tout ça, effectivement, ça part de donneurs, hein, les cellules. Et après, effectivement, les chercheurs vont les faire, vont les modifier, vont trouver des bénéfices sur les cellules souches. Il y aura par la suite, comme on le voit, des thérapies qui vont se mettre en œuvre. Il y aura aussi de l'argent, effectivement, qui va surgir de toutes ces études. Et comment on réagit par rapport à la loi, par rapport aux propriétés du donneur et propriétés de la personne qui l'a transformé, qui a fait une thérapie cellulaire par la suite, quoi. Un traitement, en fin de compte.
il est très clair dans la réglementation actuelle que le don du donneur, que le donneur n'aura pas de bénéfices financiers, même si à partir des cellules éventuellement, je ne parle pas de cellules souches embryonnaires là, mais en général, même si à partir de ces cellules, il pouvait y avoir propriété intellectuelle avec éventuellement, donc de toute façon, non, pas pour le donneur. Je précise quand même que les embryons qui sont donnés à la recherche sont des embryons surnuméraires, c'est-à-dire donc qui ont été obtenus par fécondation in vitro. Quand on fait une fécondation in vitro, bien, en général, il peut y avoir, mettons, entre 3 et 5 embryons, et on ne transfère dans l'utérus que 1 ou 2 embryons. Donc il reste des embryons. Donc ils sont à ce moment-là congelés. Et ils sont congelés, ce sont des embryons surnuméraires normaux congelés. Et tous les ans, le couple reçoit une demande pour savoir ce qu'il souhaite faire des embryons congelés. En gros, soit il y a le projet parental se poursuit, donc il y a désir d'avoir une seconde grossesse avec un de ces embryons congelés, soit il y a un abandon du projet parental, et à ce moment-là, le couple a le choix entre 3 possibilités, soit la demande de destruction de l'embryon, soit le don à un autre couple, c'est ce qu'on appelle l'accueil d'embryon, qui est très réglementé aussi, mais c'est l'accueil d'embryons. Et le 3e choix, c'est la possibilité de donner l'embryon à la recherche. Et dans ce cas, il y a un consentement et il y a un délai de réflexion de 3 mois entre le premier consentement et le consentement final, de façon à ce que le couple puisse s'informer et puisse réfléchir. Les chercheurs sont plutôt en manque de dons d'embryons, ou est-ce que la quantité par rapport au nombre de recherches... Non, non. Ils ne sont pas en manque. Il y a ce qu'il faut pour les recherches qu'on veut faire. Je voudrais juste rajouter une chose. On parle de lignées de cellules souches embryonnaires. On ne détruit pas des embryons à chaque fois qu'on fait des expériences ou à chaque fois qu'on veut faire nos projets. C'est-à-dire que ces lignées-là sont immortelles. Il y en a quelques dizaines, il y en a quelques centaines. Je ne connais pas le chiffre exact. Voilà. Et la plupart des laboratoires travaillent sur les mêmes 5 ou 6 lignées qui sont répandues à travers le monde et qui sont vraiment celles que tout le monde utilise. Et maintenant, c'est la descendance de ces cellules qu'on continue d'utiliser dans les laboratoires. C'est la plupart des lignées qu'on utilise. Et pour utiliser ces lignées-là, il faut l'autorisation, la dérogation. Oui. Alors c'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est intéressant parce que, par exemple, les Anglais, en Angleterre, ils ont une législation qui est différente selon qu'on utilise un embryon pour faire une dérivation de lignée de cellules souches ou pour faire un travail sur l'embryon, indépendamment des cellules souches embryonnaires. Mais si en Angleterre, le projet de recherche utilise des cellules souches qui sont importées d'Australie ou des USA, il n'y a pas besoin d'autorisation en Angleterre. En France, le problème est différent puisque la loi concerne à la fois l'utilisation d'embryons dérivés par fécondation in vitro sur le territoire national, mais aussi les cellules souches embryonnaires que vous avez pu importer d'Australie ou d'Amérique. Je voulais savoir si techniquement, chercher sur le clonage thérapeutique, c'était aussi rendre possible cette technique, même si c'est interdit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sera possible ou pas? Je pense qu'il faut redire que ça consiste à mettre le noyau d'une cellule somatique, donc d'un fibroblaste par exemple, dans un ovocyte, et que c'est un exemple de reprogrammation. Voilà. Quand on parle de reprogrammation, c'est un exemple de reprogrammation. Et l'idée, donc, c'était de mettre un noyau somatique dans un ovocyte, et cet ovocyte, à ce moment-là, enclenchant des divisions qui aboutissaient à la formation d'un embryon in vitro duquel on pouvait éventuellement dériver des lignées de cellules souches embryonnaires. Ça, c'est le clonage dit thérapeutique. Et alors que le transfert dans l'utérus était complètement interdit, ce qui aurait abouti à un clonage dit reproductif. Clairement, les IPS rendent complètement obsolète cette idée. Et l'idée du clonage thérapeutique, c'était de faire des cellules souches du patient pour soigner un patient ou trouver un médicament pour ce patient en faisant du clonage, parce qu'on ne pouvait pas rendre pluripotent une cellule d'un patient malade. Maintenant qu'on a les IPS, je crois que personne ne se pose même plus la question de faire du clonage thérapeutique. D'accord, le clonage thérapeutique est caduque aujourd'hui, oui, ça n'est plus... on est passé à autre chose. Les IPS donnent la possibilité maintenant de faire des cellules souches pluripotentes de partir de cellules de patients en une quinzaine de
jours de reprogrammation et quelques mois de manipulation en laboratoire. Donc c'est plus quelque chose qui est... Avant, c'était inenvisageable, impossible, donc les gens essayaient de le faire. Il y avait cette idée de pouvoir fabriquer, même à l'époque, ils disaient produire des organes, etc. Mais tout ça c'était de la science-fiction. Il a même été la personne qui avait dit être capable de le faire, il s'est avéré que c'était une imposture, c'était une fraude. Mais aujourd'hui, très franchement, avec les IPS, plus personne ne pense à ça. Vous savez que le prix Nobel de cette année, c'est Yamanaka. Mais il partage son prix Nobel avec quelqu'un d'autre qui s'appelle John Gurdon. Et John Gurdon, c'est le premier qui a démontré la reprogrammation. Et ce qu'il avait fait à l'époque, c'était de mettre le noyau d'une cellule intestinale de grenouille dans l'ovocyte d'une autre grenouille. Et en fait, il a fait un transfert nucléaire chez la grenouille. Ça aboutit à une grenouille. D'accord ? Donc je dis ça parce que les deux ont eu le prix Nobel en même temps. Et en fait, Yamanaka a pu probablement aboutir aux IPS et à la reprogrammation qu'on connaît à l'heure actuelle, simplement parce que... Enfin, pas simplement, il a eu une idée géniale, mais je veux dire, il a quand même bénéficié de 50 ans de recherche avant lui, dont celle de Gurdon. Voilà. Qu'en est-il de particuliers, par exemple français, qui n'ont pas accès à une banque privée pour les sondes cordon ombilical, s'ils vont le faire ailleurs ou c'est autorisé? Comment s'applique la loi dans ce cas-là? Visiblement, il y a certaines même cliniques qui offrent cette prestation et qui travaillent avec les banques anglaises et ça se fait par kit en fait. Vous recevez une boîte à la maison, vous venez à la clinique avec, le jour de l'accouchement, tout est déposé dans cette boîte qui part directement en Angleterre pour être congelé. Pour entre 2 000 et 3 000 euros en fonction des boîtes qui le font. Mais c'est complètement privé et c'est complètement interdit en France. Non, mais en tout cas, en France, à des fins privées. Et je voulais avoir une autre question sur les essais cliniques. Un peu toujours dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'on peut imaginer un cas où une personne veut, avoir accès à un essai clinique pour lui-même ou un de ses enfants et qu'en France, ce n'est pas autorisé? Est-ce qu'il peut envisager d'aller dans un pays où c'est un peu plus avancé ou peut-être plus autorisé d'un point de vue des essais cliniques? Pour ce qui est des essais cliniques, c'est quand même beaucoup plus contrôlé de façon générale, y compris dans les autres pays. C'est-à-dire que le recrutement dans les essais cliniques, c'est quelque chose de très rigoureux. Je suppose qu'on peut candidater, mais ça ne veut pas dire qu'on sera recruté. Et là, pour le coup, ce n'est pas une affaire d'argent. Les essais cliniques, c'est quelque chose vraiment de très, très rigoureux. Et une fois qu'ils ont recruté leurs patients, l'essai clinique, il est en cours. Après, il faut attendre les résultats. Je voulais savoir s'il était possible d'implanter des cellules animales dans un organisme humain pour faire apparaître de nouveaux caractères secondaires. Alors, ce qui existe, on peut implanter des cellules humaines chez un animal. Ça se voit, par exemple parce qu'il existe des modèles animaux qui vont être entre guillemets permissifs. On peut prendre par exemple des modèles de souris qui vont être très immunosupprimés de façon naturelle, sans avoir à apporter quelque chose. Et donc si on veut tester des cellules humaines, on peut les greffer chez la souris et voir le résultat que ça va être, puisque de toute façon la souris ne réagira pas contre ces cellules humaines. Dans ce sens-là, dans l'autre sens... Il y a eu à un moment donné des greffes de pancréas de porc chez certains diabétiques. Et je crois qu'il y a eu aussi des greffes de peau. De valves cardiaques. Là, j'avoue que c'est ma limite de compétence. En attente de la production d'épiderme chez les grands brûlés. Sachant que le porc, c'est pas loin de l'homme en termes de réponse immunitaire. Génétiquement parlant, vous voulez dire? Génétiquement parlant, bien sûr. Ouais. Et en disant homme, c'est homme avec un H majuscule. Bien sûr, on était chez les hommes et chez les femmes, je l'entendais bien ainsi. On a beaucoup parlé des embryons, vous, les cellules souches, c'est sur des cadavres que vous allez les prélever. C'est des gens qui donnent leur corps à la science au départ, donc c'est vrai que pour l'éthique ça simplifie les choses parce qu'ils ont déjà donné leur corps à la science, ils sont au centre de don des corps et après nous on passe une convention avec le centre de don des corps, on leur... Pareil, c'est encadré, donc on doit dire ce qu'on veut faire, quel type de cellules on prélève et qu'est-ce qu'on veut faire avec. C'est validé par le centre. Une fois que c'est validé, on peut avoir accès aux cellules dans le cadre qu'on a demandé, en fait. Si ça aboutit, il faudrait qu'il y ait une loi qui soit écrite déjà en amont pour qu'au moment où la recherche est prête, pouvoir lancer tout de suite les opérations. Est-ce que vous anticipez ça ou pas ?
on bouscule pas la loi parce que c'est déjà prévu. Il y a la possibilité de donner son corps à la science. Après, ce qu'il faut surtout, c'est peut-être faire de la communication autour de ça, puisque les possibilités existent. Il faut peut-être plus le faire savoir si on arrive à un point où on devient avec quelque chose qui a un potentiel vraiment thérapeutique. Mais ça passera plus par de la communication pour l'instant plutôt que faire une loi qui existe. Tout ce qui concerne le don d'organes est tout à fait réglementé. Donc je pense que peut-être ça pourrait entrer dans cette législation. Vous pensez que ce genre de manipulation de greffe, ça peut finalement changer la médecine aujourd'hui ou dans quelques années, ou bien il y a beaucoup trop de... ou bien vos recherches sont beaucoup trop incomplètes pour l'instant? Allez, et puis ce sera la conclusion de cette rencontre. Alors appliquez-vous pour... Waouh. Ok. Je pense que le travail qu'on réalise sur les cellules souches pluripotentes, je connais pas bien le travail sur les cellules souches adultes, donc je laisserai mon camarade en parler, mais le travail qu'on réalise sur les cellules souches pluripotentes ouvrira de manière, à mon sens, quasi obligatoire à des essais cliniques, et c'est ces essais cliniques qui donneront ou pas la réponse finale à votre question. C'est-à-dire que là, on va faire les premiers essais cliniques, on va voir comment ça fonctionne. Là, on n'a strictement aucun recul pour l'instant sur l'utilité, la sûreté ou la pertinence chez le patient d'utiliser nos cellules. On va faire un premier travail sur la peau qui est peut-être l'essai clinique qui est peut-être le plus simple à mettre en place parce qu'on peut contrôler les dérives. La rétine, c'est également possible parce qu'on peut détruire ou pas le greffon avec un laser. Et on peut suivre ou pas la dégénérescence du greffon en faisant un fond de l'œil, donc c'est pas invasif. Donc c'est pour ça que ces essais cliniques ont été mis là-dessus, ont été mis sur des pathologies plutôt, je dirais, simples. En fonction de ces résultats-là, deux cas vont se présenter. Si on voit qu'il y a des problèmes, évidemment, ça va mettre un gros coup de frein à cette recherche. On cherchera à comprendre ou à les détourner d'une manière ou d'une autre. Si on voit que ça marche, ça va ouvrir des perspectives thérapeutiques, je pense, hallucinantes. J'utilise ce mot en le pensant. On va pouvoir, si ça marche, encore une fois, traiter des pathologies qui peuvent être des pathologies très courantes comme des pathologies extrêmement rares. On a des outils maintenant avec les IPS qui nous donnent accès à des modèles d'études qu'on n'avait jamais eu avant. Je parle pour la progéria, ce qu'on est en train de faire sur la progéria, jamais personne n'a pu le faire avant. Donc clairement, on va voir si on peut trouver des médicaments. Donc oui, je pense que à l'échelle de 10 ans ou de 15 ans ou peut-être de 20 ans, on parlera des cellules souches comme quelque chose de banal et ça, à mon avis, ça débouchera sur quelque chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de thérapie cellulaire, et là, pour le coup, je parlerai de thérapie cellulaire en général, que ce soit avec les cellules souches pluripotentes ou les cellules souches adultes, on est dans les débuts, les balbutiements, et on est un petit peu au niveau où était la thérapie génique il y a 20 ans. C'est pareil, ils démarraient la thérapie génique, ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer, et ils attendaient de voir. Il s'est avéré qu'il y a eu des écueils, ça leur a coûté beaucoup, mais ils s'en sont relevés et d'autant plus fort, et aujourd'hui la thérapie génique, ça marche. Donc nous, on peut espérer ne peut-être pas avoir trop les écueils, en tout cas apprendre de leurs erreurs pour ne pas les reproduire. Peut-être qu'on en aura quand même, mais de toute façon, même s'il y a des erreurs, des problèmes, ça ne fait que renforcer notre connaissance et nous permettre d'avancer plus loin. Donc effectivement, il y aura les premiers essais dans les années qui viennent, et je suis assez d'accord avec Xavier pour dire que dans 15 ou 20 ans, ce sera peut-être quelque chose, peut-être pas de la routine, mais qui sera en place en tout cas. Comme tout grand pas qu'on a fait il y a des centaines d'années en médecine, à chaque fois qu'on invente quelque chose, qu'on fait quelque chose, par exemple la sepsis a révolutionné la médecine, nous on est maintenant dans une autre ère, on apporte quelque chose en plus, on révolutionne à notre niveau, on va apporter des nouvelles perspectives, on va dire des nouveaux horizons, puisque moi par exemple dans l'épiderme par exemple on voit très bien que ça fait une trentaine d'années qu'on greffe toujours la même chose de la même façon, on apporte quelque chose en plus, quelque chose de nouveau qui risque de marcher. On espère que ça va fonctionner, qu'on va pouvoir toucher le plus de monde possible. Et puis, comme mes collègues, on espère qu'effectivement, dans 20 ans, ça sera appliqué à l'hôpital pour plusieurs types de pathologies. Et, voilà, sinon, on ne serait pas STEM, on ne chercherait pas.
n'utiliserait pas les fonds du Téléthon pour rien, quoi. Si on est là, c'est pour faire quelque chose et pour faire avancer les choses et pour traiter les malades. C'est vrai qu'en plus, pour des cellules adultes, il y a en plus déjà des essais cliniques qui sont en cours, donc les résultats vont venir normalement assez rapidement. C'est vrai qu'il y a plein de données qui sont très encourageantes quand on voit les résultats de certains types de cellules souches sur les chiens qu'on vous a montré avec les chiens qui peuvent remarcher. Ces cellules, elles existent aussi chez l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a des perspectives qui là sont vraiment intéressantes et qui laissent imaginer que pourquoi pas ce serait possible de traiter ces maladies avec ces cellules souches. Donc bien sûr, très positif sur ça. Moi, je ferais la même réponse que Mathilde, c'est-à-dire je serais prudente et optimiste. Mais en tout cas, même si on n'arrive pas à guérir toutes les maladies et qu'on n'empêche pas les gens de vieillir, finalement, je pense que de toute façon, et alors là, j'en suis absolument persuadée, on aura fait un bond en avant en ce qui concerne la connaissance et de toute façon, ça retentira sur la thérapeutique humaine, d'une façon ou d'une autre.